Ce que je voudrais faire pour ne pas dénoter trop avec tout ce qui a été dit depuis 3 jours, c'est tout simplement reprendre un peu un texte de Bruno Philippe dans sa monographie en 6 volumes qui date de 2001. Et je dirais en 5 minutes, il nous parle très bien et de façon tout à fait claire et, je dirais, dictatorielle et en connaissance de cause en tant que je dirais, historien de l'art en particulier, donc de notre édifice Esteuil, pour vous le présenter assez vite fait. Je vais vous montrer les photos ad hoc, et puis après, on parlera un tout petit peu de ce qui s'engage. Donc merci pour votre audience. Donc notre église donc, est dédiée à Saint Jean le Baptiste. Alors Esteuil, c'est à un quart d'heure, 20 minutes d'ici. C'est sur le premier contrefort du Livradois Forez. On est situé donc à 800 mètres d'altitude. On a notre propre puits, PUY, volcanique, donc qui date du Miocène. Et qui nous alimente en eau depuis un certain nombre de millions d'années. Et sur le contrefort, donc on a un point de vue absolument remarquable sur l'ensemble de la chaîne des puits qui va du Bourbonnais pour le nord jusqu'au fin fond du plomb du Cantal pour la vision sud. Donc on voit toute cette chaîne magnifique des puits d'Auvergne en face de nous, au travers et après la plaine de la Limagne. Donc c'était effectivement, vraisemblablement, un spot de tour de guet très important, en particulier donc, pour les seigneurs locaux qui étaient donc les Châteauneuf du Drac. Eux-mêmes étaient vassaux donc, des grandes familles qui étaient les Montboissier, princes carolingiens, et les Baffy, évêques de Souxillange, mais également de Clermont-Ferrand. Voilà pour la situation. Et donc dans la cuvette qui domine Esteuil, mais j'espère que vous serez nombreux à venir découvrir ça in situ demain. Donc on a une cuvette et on est à l'abri de tous les regards, sauf exposés vers le sud. Et c'est là qu'a été bâti donc, au XIIe siècle un prieuré de l'ordre de Fontevraud. Alors, c'est encore une énigme particulière à lever. Donc d'une communauté a priori de religieuses, toutes issues de la haute noblesse d'Auvergne. Était-ce un prieuré double avec des frères? Les historiens l'affirmeraient, je dirais. Mais en tous les cas, nous, on n'a que des noms de jeunes femmes ou de moins jeunes femmes, en tous les cas de sœurs de chœur, de moniales, issues de la haute noblesse d'Auvergne. Et il n'y en a pas pour les frères, en tous les cas. Enfin, en tous les cas, il n'y a pas de nom de frères. Pour information, il y a un fascicule que l'agglomération du Pays d'Histoire nous a aidé à mettre en place, et enfin, je dirais, on a un écrit, quelque chose de palpable sur l'histoire du prieuré d'Esteuil, et c'est génial parce que ça met d'un seul coup, en lumière quelque chose qui était pour l'instant dans l'ombre, voilà, tenu au secret et dans l'ombre, mais qui est d'une richesse tout à fait importante. Il me reste 1 minute, un peu plus. On va passer. Alors, voilà l'édifice il y a à peu près 1 mois, qui va maintenant engager sa première phase de restauration générale de la chapelle, puisqu'il ne subsiste que, je dirais, la chapelle, mais c'est déjà ça. On a la chance de ne pas être dans un état de ruine complet. On est évidemment, je dis on, mais c'est... Pardon, j'ai fait une bêtise. J'ai zoomé, bon, ok. Donc l'édifice n'est pas en ruine, mais bon, évidemment, est altéré par les outrages du temps. Hein. On est à 800 mètres d'altitude, on a un vent de pleine face, des conditions climatiques qui sont évidemment extrêmes, autant l'été que l'hiver. Et vous remarquez évidemment une des caractéristiques premières de l'édifice, c'est sa construction en orgue basaltique, puisque tout est tiré évidemment des pierres qui viennent d'un tout petit peu plus haut du puits qui nous surplombe. Voilà. Le reste des agréments, donc c'est de l'arcose et du grès. Voilà, vous voyez évidemment également
ce clocher-mur dit double peigne, qui est relativement unique, pour ne pas dire unique, en Basse-Auvergne. Donc, je vais reprendre, donc, pardon, puisque je l'ai cité en début, et il faut que je le lise quand même, Bruno Philippe, qui nous explique donc que notre église est dédiée à Saint Jean-Baptiste, le décollé. Le prieuré, donc fondé au début du XIIe siècle. On a une première trace écrite en 1149 et une bulle papale en 1151 qui atteste donc de la création de ce prieuré fontevriste. Voilà. J'ai toute l'histoire que je ne vais pas trop développer. Voilà. Alors l'édifice est composé donc d'une nef que vous voyez là et d'un long chœur à chevet plat qu'on a sur la bordure droite de l'édifice, qui est donc le chevet est. La façade orientale, alors voici la découpe de l'élévation ouest. La façade orientale actuellement n'est plus visible parce qu'il y a des maisons mitoyennes qui sont venues s'appuyer contre, en particulier donc après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, puisque Esteille a été occupée par les Allemands pendant plus de 24 heures. Et à leur départ, ils ont canonné, brûlé, mitraillé l'intégralité du village, sans faire de victimes, fort heureusement. Mais ils ont détruit à plus de 85% le village. Donc, ce qui fait une partie nettoyée totalement énorme, sauf la chapelle. Donc, la chapelle n'a pas été visée et n'a pas subi de l'assaut du feu. En revanche, tout ce qu'on appelle le quartier des dames, donc le cloître, lui a été pratiquement rasé. Voilà. Alors heureusement, nos maisons étaient construites avec cette pierre de basalte qui, pour le coup, a résisté au feu. Donc tout ce qui a été, en revanche, fenêtres, portes, toitures, etc., a été évidemment emporté, et une grande partie des habitations ont été détruites, je vous dis, à plus de 85%. Donc, voilà. Alors, donc, ce pignon ouest donc est maintenant obturé par une construction, et donc en l'occurrence, donc on ne voit plus la baie rayonnante à 2 lancettes et quadrilobes, qui est donc maintenant pratiquement condamné. Les projets de restauration générale de l'édifice feront qu'on mettra un vitrail rétroéclairé en photovoltaïque en bande LED à l'arrière. Mais le projet, pour l'instant, reste en écriture. Il n'y a rien de dessiné là-dessus. Au revers de la façade dont on vient de parler là, donc la nef est longue de 2 travées, couverte d'or berceau brisé. Latéralement, les murs gouttereaux sont pourvus d'arcs aveugles en plein cintre, reçus par des dosserets à un poste, et il y en a une série de 5 qui s'enchaînent. À la suite de cette courte nef, un arc doubleau au tracé brisé vient marquer la limite avec le chœur. Cet arc est reçu par 2 colonnes engagées sur dosserets à un poste. Donc on voit là la continuité de la nef jusqu'au bout du chœur et son chevet est plat. Voilà. L'éclairage de l'ensemble est assuré par des baies irrégulières placées dans l'axe du chevet en mur sud de la travée orientale du chœur, en mur nord de la première travée de la nef. Par ailleurs, une porte couverte d'un arc. Alors là, je passe à autre chose. Ça, c'est une autre porte. Alors, on est sur la façade nord, là. Et alors, on entre là dans les je ne sais pas, est-ce que je peux revenir? Oui, je peux revenir un peu. Donc, on est sur la façade nord. Donc, sur la partie donc, première et deuxième travée, on a évidemment cette ogive romane qui est merveilleuse. Sur la deuxième travée, on voit que l'ogive, il en subsiste un petit bout en l'air, mais elle a été évidemment défoncée, dégagée pour une porte cochère donc de réemploi qui a été montée vraisemblablement et percée à la Révolution française pour faire de ces 2 premières travées une partie remise agricole, tandis que les 3 autres travées, dont on devine la troisième là, étaient réservées à une écurie, voilà,
qui a été rendu au culte en 1855. Mais donc voilà les scories que la phase des travaux de restauration, la deuxième en tous les cas, voudrait remanier et retrouver donc ces baies romanes. On voit les deux campaniles, donc le clocher-mur qui est là, et on voit un peu l'état très avancé de détérioration du petit campanile. Bon, j'avance sans mes notes, puisque c'est beaucoup plus... Il nous reste 3 minutes en plus, voilà. Donc les modillons, on en parlera plus tard. Voilà en l'occurrence. Donc voilà maintenant les échafaudages posés qui cintrent l'édifice. Les tuiles avaient été replacées dans les années 80, mais ils avaient pris les tuiles du dessous pour les mettre dessus. Donc on est à déjà plus de 2 générations de toiture. Donc la première tranche de restauration là est de remaçonner l'ensemble des 2 campaniles et de rénover entièrement la toiture qui en a vraiment besoin. Donc voilà notre campanile clocher-mur à nouveau, qui est disjoint. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Il y a de la végétation qui pousse dedans aussi. Donc il est temps de remanier ça. On a un projet de refonte d'une cloche. La petite que vous voyez là va aller rejoindre, puisqu'elle ne sonne pas, va rejoindre le campanile qui vraisemblablement était le campanile de la gardienne, associée à la gardienne du prieuré. Et nous allons fondre une nouvelle cloche à l'équivalent de la grosse, là, qui va peser à peu près 800 kg, et qui, elle, sonnera les demi-heures. Donc voilà l'état du petit campanile qui vous donne une idée un peu de la dégradation des choses. Voilà la cloche de 1850 qui est là, qui va être restaurée et qui sonnera à nouveau les heures en 2026. Voilà, là on a un tabernacle qui est vraisemblablement la seule pièce encore à peu près d'intérêt historique, qui daterait plutôt du XVIIe, qui soit donc dans le mobilier liturgique de l'église. Tout le reste a été évidemment pillé et profané depuis la date de la Révolution française. Ça, c'est un plan à plat de l'ensemble du prieuré, qui a le mérite d'exister, et qui donne un peu une ampleur assez conséquente de ce qu'était ce prieuré, qui devait accueillir a priori au moins une trentaine de sœurs de chœur, avec leurs servantes, etc., etc. Donc ça fait une population assez conséquente. Voilà. Et puis alors, aujourd'hui, je suis accompagné de Serge Le Petit, qui représente le collectif Images d'Issoire, qui va nous accompagner, puisque ce sont des photographes amateurs, voilà, de qualité professionnelle mais amateurs, qui vont nous accompagner pour nous faire vivre en images les phases de restauration générale de l'édifice. Donc j'en passe quelques-unes. Voilà les œuvres de Serge Le Petit. Donc ça, c'est la baie romane. Oui, ce sont les photos de Serge. Et voilà la partie remise agricole. Alors, si j'ai encore 1 minute, puisque il m'en restait 3. Tu peux prendre sur les miennes. Non, c'est juste pour... c'est pas anecdotique, mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, alors il y a eu plusieurs tentatives de restauration de l'édifice, et en particulier, donc, ce qui nous tient à cœur, en dehors du fait de sauver l'édifice dans sa toiture et dans la structure de ses campaniles, c'est de redonner à l'ensemble de la nef son volume d'origine. Car un mur médian, comme vous avez peut-être pu voir tout à l'heure, identifié sur les photos, un mur médian a été dressé donc, par le propriétaire qui a racheté les murs, tout simplement, pour faire d'une partie une remise agricole, et de l'autre, donc, une écurie. La partie écurie. Enfin, donc l'ensemble a été racheté par les habitants d'Esteille au XIXe siècle, resacralisé pour partie
en 1855, c'est donc sur la partie écurie. Et en revanche, la partie remise agricole est restée telle qu'elle jusqu'à il y a encore 5 ou 6 ans, puisque je l'ai faite nettoyer, on va dire, puisqu'elle n'était plus vraiment utilisée. Et donc, en fait, il y avait également la thèse du feu, qui a été alimentée depuis 44, depuis le 14 juin 44, comme quoi le feu aurait pénétré l'édifice. On a le témoignage du paysan voisin qui avait rentré ses foins avec l'aide des maquisards 2 jours avant le feu. Cette partie détériorée, là où on voit les piliers, les pilastres auraient éclaté sous l'effet du feu. La sacristie, on voit qu'en fait, sur son toit, la partie du toit de la sacristie a bénéficié des dommages de guerre, donc c'est du béton cimenté. Dans la sacristie, il y a une fenêtre dont les barreaux ont subi l'assaut du feu. Enfin bon, bref, donc il y avait toute une thèse là-dessus qui est alimentée d'ailleurs par des cabinets d'architectes. Et en fait, on a eu au mois de novembre donc l'INRAP qui est venu faire des sondages, et avec une jeune femme spécialisée dans le bâti qui en fait nous a dit qu'en fait il n'y avait jamais eu le feu, sinon il n'y aurait plus du tout ces appareils-là, et qu'en fait au contraire cette partie remise agricole est pur jus 12e. Et voilà. Ça ouvre donc énormément de champs d'investigation. On attend d'ailleurs toujours, il n'y a personne de l'INRAP dans la salle, on attend toujours le rapport de l'INRAP qui aurait dû être rendu au mois de février. Mais il y a beaucoup de choses très, très, très pertinentes et très, très intéressantes qui ont été évidemment découvertes, puisqu'ils ont fait 5 ou 6 trous dans la nef. Et il y a évidemment des sépultures, évidemment des fondations, évidemment des crânes d'enfants, etc., etc., des vestiges de poterie gallo-romaine. Donc, on a vu effectivement que toutes nos peintures, là, nos faux appareils, en fait, pour ceux-là, sont pur jus 12e, et qu'en fait, il y en a sur l'ensemble de la nef. Voilà. Donc, notre grand projet, c'est d'abattre ce mur médian pour redonner toute, je dirais, son volume à notre édifice pur jus roman du 12e pour sa majeure partie. Il y a eu évidemment d'autres ajouts plus tard. Voilà, j'ai été très long. Merci pour votre écoute. Merci Serge.